Bon, ben, bonjour à tous, bienvenue à cette édition numérique du forum. Alors c'est la dernière, c'est la clôture. Voilà, donc après on pourra se reposer un peu les yeux qui se sont écarquillés depuis une semaine et demie. Voilà, donc une programmation assez multithématique, hein, comme on aime le faire habituellement pour explorer de nouveaux univers. Euh, voilà, alors j'en profite tant qu'il y a un petit peu de monde. On a lancé un appel à contribution là, pour notre prochaine gazette sur les solutions fondées sur la nature. Voilà, si vous conduisez des actions qui sont en lien avec ça, du coup ça nous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir voilà, par un petit mail qui explique rapidement ce que vous faites et quel lien on peut y faire. Voilà, je cherche encore une expérience en termes de communication un petit peu. Alors là, je me t'ai dit, si vous avez fait quelque chose un peu particulier en lien avec les histoires de confinement pour garder le lien avec vos riverains, par exemple, ça pourrait trouver aussi sa place. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler alors d'un nouvel univers, c'est celui de l'urbanisme. Voilà. On sent tous qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Néanmoins, qu'est-ce que c'est que Avec qu'est-ce ça. que c'est que l'urbanisme? C'est pareil, c'est tout un univers qui a son propre jargon, des passerelles qui sont pas forcément clairement fléchées, voilà, donc très souvent à créer. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une spécialiste de l'urbanisme, Sophie Aubény, qui travaille au CAUE de la Vienne, voilà, qui a eu tout un parcours qu'elle nous expliquera. Hein, donc elle est un peu boîte à outils multifonction dans l'urbanisme, voilà. Et ce que je vous propose, peut-être, parce que parmi vous, je sais pas du tout en fait si on est quelques-uns d'entre nous des experts ou pas du tout. Je vous propose un petit sondage. C'est la première fois que j'utilise l'outil, alors on va essayer. Un petit sondage, voilà, qui nous permet de nous positionner, de voir un petit peu où on en est. Alors, je lance le sondage et puis là, normalement, vous devez recevoir un lien, je pense. Oui, C'est ça. Alors, n'hésitez pas, je vous ai fait 4 propositions à choisir celle qui est la plus proche de vous. je commence ou pas? Ouais, vous pouvez commencer. Bon, d'accord. Bon, Sophie, normalement, toi, tu es experte, il paraît. Oui, j'espère ça. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour l'invitation de participer à votre forum. J'espère que tout le monde m'entend bien. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à le dire via le chat. Oui, on t'entend bien. Sophie, juste, on va attendre, pardon, excuse-moi, juste la réponse au sondage, comme ça, je vais te donner tout de suite le panel. Alors, je sais pas si tout le monde a répondu, à peu près. Ok. Alors, du coup, si je regarde le sondage, alors, on a 11% des personnes qui disent l'urbanisme, ça me donne des boutons. Voilà, Bon. j'y connais pas grand-chose. On a 39% des sondés qui disent je connais certains des acronymes, mais j'identifie pas trop le lien avec l'eau. On a 42% des sondés qui disent je me débrouille, j'ai déjà contribué ponctuellement à un document d'urbanisme ou à un projet. 42%, c'est quand même pas mal déjà, donc il y a déjà une petite expérience. Et puis 8% qui sont des cracks, voilà, qui ont fait des super projets et qui ont exploré assez profondément le domaine. Voilà pour l'état des connaissances. Merci d'avoir joué le jeu du sondage. Et puis, Sophie, je te rends le micro. Ok, merci. Je vais partager l'écran, mon écran. C'est bon? Voilà, parfait. Ok. Donc très rapidement, bon, donc j'ai bien entendu, il y a 8% qui sont des collègues déjà dans l'Assemblée, qui sont des cracks. On peut dire ça. Que pour expliquer un peu pour ceux qui ne le sont pas, ce que c'est que l'urbanisme, je vais commencer par me présenter mon parcours professionnel parce que il est très varié.
probablement parce que je suis diplômée depuis 1993, donc un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et j'ai commencé à travailler à l'agence d'urbanisme de Bordeaux. Ensuite, j'ai travaillé dans ce qui s'appelait avant des Pactari, mais maintenant c'est l'association qui s'appelle Solia, donc qui est en lien avec toutes les questions de l'habitat. J'ai ensuite travaillé pendant environ 2 ans dans un bureau d'études privé en tant que chargée d'études, et puis j'ai passé le concours pour être fonctionnaire territorial. Et donc, je suis devenue ingénieure territoriale d'abord à la mairie de Châtellerault, puis ensuite en tant que chargée d'études. Et puis ensuite, j'ai été directrice des services techniques dans la petite ville de La Roche-Posay, et puis ça pendant 3 ans. Et après, je suis devenue directrice du développement à Habitat de la Vienne, donc un bailleur social du département de la Vienne. Et puis urbaniste libérale pendant 10 ans à mon compte, seule. Et puis depuis 2 ans, donc salariée au sein du CAE de la Vienne. Et donc, qu'est-ce que c'est que le CAE? Il faut savoir, en France, donc, il y a 93 CAE. CAE, ça veut dire Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Celui de la Vienne est le 93e à avoir été créé. Nous sommes des associations. On a un statut associatif, mais investi d'une mission de service public. Ceci, c'est né de la loi sur l'architecture de 1977. Donc, les CAE, en fait, c'est quoi? On peut dire que, bon, vous êtes technicien médiateur de rivière, nous, on est aussi médiateurs entre les différentes thématiques que sont l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Les CAE réalisent des missions de conseil. Excusez-moi, je ne tousse pas dans mon coude parce que je suis toute seule dans la salle. Donc, des missions de conseil, que ce soit auprès des collectivités et des particuliers. Donc, les collectivités, donc ça, c'est un petit… Je vais vous passer quelques documents qu'on a créés au sein du CAE de la Vienne. Les collectivités, donc, on fait des conseils qui sont gratuits dans la Vienne, mais il y a, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des départements, le mode de fonctionnement de l'association n'est pas tout à fait le même. Donc, il y a des départements où on peut demander des adhésions ou des participations financières. Donc, ce n'est pas le choix qui a été fait dans la Vienne. Ici, les conseils sont gratuits, que ce soit pour les collectivités ou pour les particuliers. Donc, on intervient gratuitement en amont de la maîtrise d'œuvre et dans le cadre de réflexions préalables, que ce soit donc des diagnostics ou des aides à la décision, beaucoup en complémentarité dans la Vienne avec l'agence technique départementale. Il se trouve qu'on est aussi, comme par hasard, dans les mêmes locaux, avec le même directeur et pas tout à fait le même président maintenant, puisque le conseil départemental a changé de président et nous, on n'a pas encore changé de président, donc on est encore avec M. Belin, l'ancien président du conseil départemental. Donc ça, c'est bon, un petit schéma qui montre en fait quelle méthodologie on a d'approche avec les collectivités, avec une première prise de contact jusqu'à la remise du document. Ce qu'il faut savoir, c'est évidemment, on va toujours sur place d'abord pour essayer de bien cerner les besoins de la collectivité avant de s'engager auprès de la collectivité. Là, un exemple de rendu qui a été fait sur la Vienne, donc là, c'est sur le bourg de Mortemer, la commune de Valdivienne, où c'était une étude, ce qu'on appelle de plan de référence, donc à l'échelle de la ville, avec donc différentes thématiques, dont la thématique de l'eau, mais pas que. C'était aussi le développement d'une offre touristique, des questions d'accès à la commune, des questions de la dimension patrimoniale du château et des abords. Enfin bon, plein de choses qu'on essaye après de synthétiser pour accompagner la commune vers une opération, enfin une mise en opération du travail. Les conseils aux particuliers, c'est sous forme d'ateliers. Donc, on fait des ateliers thématiques gratuits sur comment aménager sa parcelle, comment aménager son logement, comment aménager son jardin. On organise aussi des visites thématiques, de lecture de paysages, de visites historiques, donc lecture de paysages en lien avec le Conservatoire des espaces naturels. Et puis, on fait des concours photos. Donc, chaque année, il y a un concours photo qui est organisé. Et puis aussi des tables rondes qui sont là plus en direction des élus. Et la prochaine a lieu sous forme dématérialisée jeudi prochain.
Donc, je vous invite éventuellement à y participer si le thème vous intéresse. Le thème, c'est la campagne espace de projet, point d'interrogation. Donc, c'est à 14 h jeudi prochain. Et donc, il y a tous les renseignements sur notre site. Je vous donnerai les coordonnées à la fin de cette présentation. Donc, voilà pour le petit propos introductif pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est 3 temps. Donc, un premier temps pour de définition un peu de ce que c'est que l'urbanisme, de quoi on parle quand on parle d'urbanisme, puisque ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Après, un focus sur l'urbanisme réglementaire et en particulier les plans locaux d'urbanisme. Et puis après, quelles implications pour vous, techniciens médiateurs de rivière, vis-à-vis de nous, urbanistes, quelles peuvent être les passerelles, les ponts et les interconnexions entre nos métiers et nos actions. Donc, d'abord, l'urbanisme, c'est quoi? Parce qu'on souvent, je suis confrontée en tant qu'urbaniste, les gens pensent que je suis architecte. Donc non, je ne suis pas architecte. Alors, il y a plein d'architectes qui sont urbanistes. En revanche, l'inverse est rarement vrai. Moi, je ne suis que urbaniste et c'est déjà pas mal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans la ville, les architectes s'occupent, ils pensent les plans, c'est-à-dire qu'ils construisent des bâtiments sur des terrains qui leur sont fournis donc, par un maître d'ouvrage. Et les urbanistes, eux, pensent plus aux espaces creux. Donc, ils vont s'intéresser au vide. Et ils vont considérer, là, par exemple, dans le schéma, les bâtiments A et B, on va les inscrire comme faisant partie d'un ensemble. En l'occurrence, là, on voit que A et B bordent un espace et donc ils créent une paroi pour un espace public. Et c'est comme ça qu'on va considérer les pleins par rapport au creux qu'ils créent. Voilà, bon, une définition rapide de ce qu'est l'urbaniste, c'est nous on s'occupe des vides et les architectes s'occupent des pleins si on veut faire un raccourci. L'urbanisme aussi, historiquement, comment il est né? Il est né en même temps que sont nées les villes, sachant que l'urbanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est né au 19e siècle. Et un des premiers théoriciens en la matière, c'est Ebenezer Howard, qui a créé ce qu'on appelle le concept des cités-jardins, qui a été après largement repris, surtout en région parisienne. C'est les exemples que vous avez à l'écran, ce sont des cités-jardins de la région parisienne. Et l'objectif, en fait, de cette théorisation, ça a été le 19e siècle, le temps d'industrialisation de la France, c'est comment on crée un environnement favorable pour les ouvriers qui vont travailler dans toutes ces usines, dans toutes ces industries. Et donc, c'est parti de ce cercle qui se voulait vertueux, donc de créer un environnement agréable pour les ouvriers tout d'abord. Et puis aujourd'hui, quand on entend parler d'urbanisme, c'est souvent comment contribuer au bien-être des habitants. Donc, on voit que même si ça s'est un peu élargi, on reste quand même dans la même thématique de créer du bien-être et de la qualité de vie. Cette théorisation de l'urbanisme a entraîné en fait une planification et puis pour arriver à ce qu'on appelle maintenant un zonage des villes qui se traduit sous forme de plans. Donc ici, vous avez des images de différents types de planification, de plans, de résultantes de planification. En haut, à droite, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge sur l'écran. Oui. Donc ici, c'est la commune de Mirebeau, dans la Vienne, où on voit bien le plan autour de l'église avec les anciens remparts de la ville et puis la forme concentrique de la ville. Ici, vous avez un plan beaucoup plus organisé qui est le même plan que New York et c'est en France, c'est la ville de Richelieu. Donc, le plan avec les rues carrées, les îlots qui marquent la ville. Et puis ici, vous avez un exemple de ville sans plan. Donc, c'est une image d'un favela en Amérique latine. Ça ne veut pas dire que la planification, c'est la panacée, mais en tout cas, on voit que le fait d'organiser la ville et ses fonctions, ça a aussi un intérêt sur la qualité de la vie. Donc, on peut dire qu'une ville sans urbanisme planifié, ça aboutit à un favela. Et puis, j'allais dire, presque à l'extrême, c'est des villes comme Richelieu ou la plupart des villes américaines. Globalement, on peut dire qu'il y a… Je ne parle pas trop vite, ça va, Jérôme? Merci. Globalement, on peut dire qu'il y a deux types d'urbanisme.
d'une part, ce qu'on appelle l'urbanisme réglementaire, qui s'occupe de toutes les questions liées à l'occupation du sol, que ce soit à l'échelle communale ou supracommunale. Et après, il y a aussi l'urbanisme opérationnel. C'est en fait comment on fait pour que toutes les actions conduites arrivent à l'objet de fournir des terrains à bâtir qui soient de qualité, qu'on puisse dessus y construire des bâtiments, comment on traite des quartiers, des espaces publics, toutes les questions de recomposition urbaine, de réhabilitation, de résorption d'habitat insalubre, que sais-je, ça fait partie de ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel. Et pour exister, cet urbanisme opérationnel, il s'appuie sur un urbanisme réglementaire qui lui-même s'appuie sur un certain nombre de choses que je vais maintenant détailler. L'urbanisme réglementaire, ce qui peut paraître compliqué, c'est qu'en fait, c'est un véritable millefeuille entre ce qui dépend de l'État, des régions, des bassins de vie, des intercos et des communes. Et après, ça va bien sûr jusqu'à la parcelle. Donc, pour simplifier un peu et comprendre comment ça fonctionne, donc au niveau de l'État, il y a les principes généraux du droit de l'urbanisme qui sont repris dans le code de l'urbanisme. Ensuite, au niveau de la région, se mettent en place des stratégies régionales qui sont notamment à travers ce qu'on appelle le SRADET, dont vous avez entendu parler, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui prescrit en fait des stratégies à l'échelle régionale qui doivent être ensuite reprises au niveau des bassins de vie à travers les SCOT, les schémas de cohérence territoriale. Donc ici, j'ai pris l'exemple du SCOT, par exemple, du Seuil du Poitou, qui regroupe en fait globalement l'axe de la Vienne, l'axe de l'ancienne RN10, Poitiers, Châtellerault jusqu'au tout le nord du département. Il faut savoir qu'il y a dans le département de la Vienne, il y a aussi le SCOT du Sud-Vienne qui existe. Ensuite, donc, au niveau du schéma de cohérence territoriale, on définit des grandes orientations du territoire qui doivent être reprises dans les plans locaux d'urbanisme, sachant que maintenant, la tendance, c'est de rajouter un I à ces plans locaux d'urbanisme pour les transformer donc, en ce qu'on appelle en PLUI. Le I, ça veut dire intercommunal, voire il peut être en IH, intercommunal et habitat, voire IHD, intercommunal, habitat et déplacement. Pour l'instant, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc, quand il est en lien avec un H, ça veut dire qu'il y a un programme local de l'habitat qui a été réalisé sur le territoire. Quand il est en lien avec un D comme déplacement, ça veut dire qu'il y a eu un plan de déplacement urbain sur le territoire concerné. Et puis après, au niveau de la commune, l'urbanisme se décline par les autorisations d'urbanisme, où en général, dans la plupart des cas, c'est les maires qui gardent cette prérogative et c'est eux qui, in fine, signent les autorisations d'occupation du sol sur leur commune. Donc, comment on passe de ce millefeuille réglementaire à l'opérationnel ? Donc, ce que je viens de vous dire, j'ai tiré un certain nombre d'illustrations d'un guide qui a été réalisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les trames vertes et bleues. Les trames vertes et bleues, en fait, sont déclinées premièrement à travers le SCOT et après, elles doivent être reprises dans le plan local d'urbanisme ou le plan local d'urbanisme intercommunal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est, voilà, vous voyez sur ce petit schéma, vous voyez que le SRADET ou le SRCE, donc c'est le schéma régional de cohérence écologique, de continuité écologique, je ne sais plus ce que ça veut dire le C, je me perds dans les sigles aussi, donc qui doit obligatoirement être pris en compte dans le schéma de cohérence territoriale. Et après, il y a une question de compatibilité avec le PLU, c'est-à-dire que là, ça s'impose, et puis après, de conformité avec le projet. Donc, c'est comme ça que, en fait, au bout du compte, l'urbanisme opérationnel, de fait, intègre tout ce que l'urbanisme réglementaire aura décliné précédemment. Donc, un plan local d'urbanisme, c'est donc un document d'urbanisme qui, à l'échelle soit d'une commune, soit d'une intercommunalité, réfléchit à un certain nombre d'enjeux qui sont ici schématisés. Ça va des mobilités au paysage, aux formes urbaines, à la biodiversité, aux équipements. On voit comme on fait d'abord donc évidemment un diagnostic de tous ces divers champs pour après aboutir à une réglementation. Ce qui est important et là où il y a une première interconnexion entre nos métiers, c'est qu'en fait, pour toutes les questions liées au paysage, à la remise en état des continuités écologiques,
à la biodiversité. Il s'agit, pour pouvoir après la suivre et la gérer dans le cadre des documents d'urbanisme, il faut déjà être conscient des services que cette biodiversité nous rend et de l'importance notamment des continuités écologiques. Donc, il faut la connaître pour après pouvoir la prendre en compte. Donc, c'est là où votre rôle est important et où votre expertise est importante, puisque, vous l'avez bien compris, en fait, un urbaniste, on s'occupe des vides, mais on est des généralistes. Même si certains d'entre nous sont spécialistes en habitat ou en mobilité, etc. Mais globalement, on a tous une formation de généraliste du territoire. Donc, on a besoin d'experts pour après éclairer nos actions sur les différents territoires. Donc, ça, vous avez ici un schéma en fait de tous les champs qui sont couverts par le PLU ou PLUI. Et puis, donc un document d'urbanisme, c'est un document qui est fait de manière pluridisciplinaire, vous avez bien vu, hein, vu toutes les disciplines que ça couvre, et pluridisciplinaire, multiscalaire, parce que différentes échelles, même quand on part d'une commune ou de l'interco, on part de tout le territoire. Après, si c'est intercommunal, on va arriver à la commune, puis on va aller jusqu'à la parcelle, puisque vous avez déjà vu des documents d'urbanisme, c'est jusqu'à la parcelle. Et voire sur une même parcelle, il peut y avoir pluridisciplinaire, multiscalaire, et après aussi dans le temps, la dimension temporelle est importante dans les documents d'urbanisme, puisque quand on met en place un PLU ou PLUI, voire plus. Donc, il y a différentes phases qui sont importantes où vous pouvez éventuellement avoir à intervenir. Déjà, il y a la phase de diagnostic, où il y a un diagnostic notamment environnemental qui est obligatoire, qui est en général réalisé par un bureau d'études spécialisé, mais qui va s'appuyer sur des gens tels que vous pour enrichir son diagnostic. Ensuite, ça c'est la première phase. La phase 2, c'est le projet d'aménagement et de développement durable, donc qui pose en fait les principaux axes de développement du territoire. C'est une phase vraiment très importante parce qu'en fait, les axes qui vont être retenus dans le cadre de cette phase, c'est ça qui va être après décliné dans le règlement et dans le zonage du document. C'est une phase où en général sont associées ce qu'on appelle les personnes publiques associées, dont vous pouvez faire partie. C'est peut-être à ce titre-là que vous avez participé à la mise en place de documents d'urbanisme. Et c'est important d'y participer parce que plus il y a de personnes et d'experts qui y participeront, plus cette phase sera riche et votre voix sera entendue par les élus qui, au bout du compte, décident. Une fois que cette phase est passée et qu'on arrive à la phase du règlement et de zonage, il y a une autre phase où vous pouvez intervenir, c'est quand on met en place ce qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, qui peuvent être soit sur des petites parties de territoire, c'est-à-dire sectorielles, soit thématiques, et il y a certains documents d'urbanisme où il y a des orientations d'aménagement et de programmation qui sont sur la thématique de la biodiversité ou de la mesure de conservation de la nature ou de création d'espaces naturels, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas naturels au départ quand on les crée. Donc, quelques illustrations de la manière dont ces documents après sont traduits graphiquement, mais je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus puisque la plupart d'entre vous, si j'ai bien compris, ont déjà participé à ce type de documents. Une carte juste pour montrer la diversité aujourd'hui au niveau local de l'approche de l'urbanisme réglementaire en fonction des communes. J'ai pris l'exemple du Grand Châtellerault, pardon, où on voit que si la plupart des communes ont un plan local d'urbanisme, il y en a encore qui sont en carte communale. Donc, ça veut dire que c'est le niveau du dessous, c'est moins poussé qu'un PLU. Et il y en a aussi qui sont en règlement national d'urbanisme, RNU. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de document, ils n'ont pas créé de document d'urbanisme. Donc, c'est la règle nationale du Code de l'urbanisme qui s'impose à eux. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'implication à différentes échelles. Là, c'est juste une illustration. Quand on met en place un plan local d'urbanisme, on met en place aussi une gouvernance. D'une part, une gouvernance politique, si c'est
Au niveau intercommunal, ça sera donc la conférence intercommunale des maires. Il y a aussi un pilotage technique qui est plus ou intra-collectivité. Et puis les bureaux d'études. Les personnes publiques associées, c'est là où certains d'entre vous qui ne sont pas en collectivité locale peuvent intervenir. Mais il y a aussi une intervention avec une concertation citoyenne qui est obligatoire, qui est à minima sous forme d'enquête publique, mais aujourd'hui, de plus en plus, les collectivités ont un souci particulier sur de mettre en place une bonne concertation citoyenne et vont plus loin que les enquêtes publiques. Et là aussi, c'est un stade où vous pouvez intervenir en tant que technicien et qu'en tant qu'expert, mais aussi en tant qu'habitant d'ailleurs. Donc là, c'est juste un petit schéma que j'ai repris toujours du même document dont je vous ai parlé tout à l'heure pour dire voilà les différents points où vous pouvez participer. Donc d'une part, en phase diagnostique, pour apporter votre expertise, mais aussi après, comme vous avez l'expertise et vous savez comment ça se passe sur le terrain, de prendre en compte quand on fait un projet d'urbanisme, l'importance de l'entretien des espaces. C'est-à-dire que des fois, on crée des choses et puis on peut se rendre compte après qu'on n'a pas pris assez en compte la dimension de l'entretien et peut-être là, il y a aussi une carte à jouer de votre part. Donc là, c'est juste quelques exemples où votre intervention est couplée avec celle d'urbanistes et autres techniciens est importante. Donc, à différentes échelles, des échelles de fleuves telles que ce qui s'est passé à Lyon ou ce qui est en train d'être aménagé aujourd'hui à Orléans sur les bords de Loire, mais aussi dans la Vienne, à Châtellerault, où il y a eu tout un travail sur les rives, de réaménagement des bords de Vienne, avec un travail sur les rives, sur le lit, sur la biodiversité, avec les îles temporaires qui sont créées, avec aussi une prise en compte des zones d'expansion des crues. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont arrivées grâce à des expertises telles que la vôtre. Je pense à la zone d'expansion des crues qui a été prise en compte dans l'aménagement pour Châtellerault. Et aussi comment des aménagements tels que ceux-ci participent au développement de la biodiversité, notamment dans les milieux aquatiques. Mais notre travail conjoint peut aussi se traduire d'une autre manière. Là, j'ai pris un exemple plus local, puisqu'il s'agit d'une étude que nous sommes en train de mener sur la commune de Lathu-Saint-Rémy. Donc ici, vous avez le bourg de Lathu et en bas à gauche, c'est le bourg de Saint-Rémy. Cette cartographie, en fait, traduit les îlots de chaleur sur ces deux bourgs. Donc, la commune nous a sollicité le CAE pour travailler sur un plan de référence à l'échelle de son territoire, qui est très vaste puisque c'est la plus grande commune du département. Et puis, on s'est particulièrement attaché à réfléchir à cette question des îlots de chaleur qui ne sont pas qu'un fait du milieu urbain, qui existent aussi en milieu rural. On sait aujourd'hui que entre des espaces minéralisés et des espaces de type parc, il y a 1 degré d'écart en période estivale, et c'est vrai aussi dans les bourgs ruraux, et que l'augmentation du nombre d'espaces verts, enfin de la surface d'espaces verts en milieu urbain, augmente le sentiment de qualité de vie, voire même les gens ont l'impression d'être plus jeunes, plus il y a de l'espace vert autour d'eux. C'est des études sociologiques qui ont dit ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et autre carte de Lathu-Saint-Rémy où je pense qu'on peut travailler ensemble, c'est ici vous avez un lavoir, donc c'est la place de l'église à Lathu, mais il n'y a plus d'eau. Donc c'est juste un bâti, mais sans usage, et en plus on ne perçoit même plus l'usage. Ici vous avez la carte en bas de l'eau, de la présence de l'eau à Lathu. On voit qu'il y a la coupure au niveau de la place, donc l'eau existe, le rue existe avant et après, mais plus au niveau du lavoir. Donc, ça interroge. Et autre exemple sur la commune de Lathu-Saint-Rémy, ici, vous avez le bourg de Saint-Rémy avec la mise en évidence de l'eau. Et ici, la fontaine miraculeuse de Saint-Roch à Saint-Rémy, et qui n'est plus fontaine, puisque pareil, elle n'a plus de fontaine que le nom, puisqu'il n'y a plus d'eau non plus qui arrive là. Et dans le cadre de l'étude qu'on mène aujourd'hui sur la commune, cette question de la… Il y a quelqu'un qui n'a pas dû…
Monsieur Tom Mailleux, je crois. Il n'y a pas, votre micro n'est pas coupé. Mince, bon, du coup, j'ai parti. Merci. Donc, ça pose la question de la renaturation des cours d'eau et de pair avec la requalification du cadre de vie. Et là, sur la commune de Lathu, c'est un sujet intéressant et ça a interrogé les élus et nous aussi. C'est un travail qu'on mène conjointement avec la DDT, et en particulier le paysagiste conseil de la DDT, Clément Briandet, qui travaille aussi, c'est le hasard, à la Fédération nationale des CAUE. Ce petit schéma qui est toujours issu du même document, qui met en valeur l'importance des trames vertes et bleues dont vous avez aussi certainement entendu parler, qui est aussi un outil d'aménagement où on voit bien le travail conjoint entre votre expertise et la nôtre et les élus, puisque la trame verte et bleue doit être obligatoirement consignée dans les documents d'urbanisme, à commencer par le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, qui s'impose aux plans locaux d'urbanisme. Et l'objet de ces trames vertes et bleues, c'est de s'assurer en fait de la création, de la préservation et de la remise en état des continuités écologiques. Et ce schéma me paraissait intéressant parce qu'il résume bien en fait tout ce à quoi il faut faire attention à toutes les échelles. Bon, je pense que j'ai respecté le temps. Je m'étais dit que je parlerais environ une demi-heure. Ça doit être à peu près ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je peux revenir après en arrière. Et puis là, vous avez les différentes coordonnées du CAUE. Et bon, j'espère que je n'ai pas donné de bouton aux 8% qui étaient allergiques à l'urbanisme en début de séance. Voilà, je vous remercie beaucoup. Non, merci Sophie pour ce premier dégrossissage un peu de l'univers de l'urbanisme. Voilà. Merci d'avoir zoomé sur Lathu. Hein. On n'a pas commandé une expertise spécifique, mais c'était l'occasion. Effectivement, c'est intéressant de voir que même dans un petit bourg, un petit village, on a aussi des problématiques qu'on imagine plutôt à la ville, comme les îlots de chaleur, etc. Et puis que finalement, oui, là, on voit bien que dans le patrimoine, dans le petit patrimoine de village, les lavoirs, les fontaines, etc., en fait, on voit que là aussi, les écoulements d'eau ont été modifiés. Ça permet aussi de revoir comment tout ça fonctionne. Alors, est-ce que nous avons des questions? Je regarde dans le chat. Alors, Laurent du PNR des Landes de Gascogne se demande quel est le lien avec les plans climat qu'on peut trouver, et puis différences concrètes de compatibilité et de conformité. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être toujours facile. Et quid du dimensionnement des cahiers des charges et du rôle du maître d'œuvre qui veut bien rentrer dans le détail des sujets écologiques? Je n'ai pas entendu la dernière question, mais je vais répondre déjà à la première question. Donc, le lien avec les plans climat, tout dépend de l'échelle du plan climat, mais il doit être intégré dans le PLU. Je peux peut-être revenir à mon document. Oui. Vous le voyez là ou pas? C'est le partage là. J'ai pas fait partage? Non, là on est en mosaïque. Alors. Peut-être, Laurent, tu peux préciser ta question si tu veux, je l'ai peut-être mal posée. Un instant. Pas de souci. Oui, non, c'était effectivement de voir comment est-ce que le plan climat en fait se déclinait dans les documents exactement, parce qu'on l'a pas évoqué vraiment dans le détail, donc c'est pour ça. Ok. Donc le plan climat, il est pris en compte dans le cadre du PLUI, dans le cadre du diagnostic environnemental qui a lieu au départ, quand il est fait, sachant que le PLU, il doit être pris dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durable. J'essaye de ne pas parler en acronyme, vous m'excuserez s'il y en a un ou deux qui sort. Donc, c'est à ce niveau-là qui va être pris en compte, sachant que le PLU n'est pas un document d'action, ce n'est qu'un document réglementaire.
Donc, après, les actions qui sont définies dans le cadre du plan climat, elles ne sont pas reprises dans le PLU. En revanche, les axes doivent obligatoirement être repris et apparaître comme tels. Donc, par rapport aux questions d'imperméabilisation du sol ou aux énergies renouvelables, le PLU doit prendre en compte dans le règlement, dans la manière dont il va poser son règlement, ce que le plan climat aura préalablement défini. L'idéal, c'est que les deux se fassent de manière concomitante, mais ce n'est pas toujours le cas. Si j'ai répondu pour le plan climat. Oui, juste en complément, la feuille de route de la région sur justement les actions climatiques, je pense notamment au programme Néoterra, enfin, Climaterra et déclinaison de Néoterra. Est-ce que justement il y a des liens, des passerelles qui sont faites entre ce travail-là et ces financements possibles et l'intégration dans le cadre des travaux justement sur l'intégration de ces éléments-là dans les PLU? Alors là, ça rejoint en fait la question de la cohérence et de la compatibilité qui est posée juste après. Quand un document doit être cohérent avec les schémas régionaux, le SCOT, donc, le schéma de cohérence territoriale, doit prendre en compte ce qui a été dit au niveau de la région par rapport, je pense plus, je connais plus les questions liées au STRADET, donc sur l'imperméabilisation des sols, le pourcentage de sols à urbaniser, etc. Le SCOT doit obligatoirement le prendre en compte. Par contre, le fait de dire que le PLU doit être compatible avec le SCOT, c'est-à-dire que le plan local d'urbanisme ne pourra pas être plus permissif que le SCOT. En revanche, le SCOT doit prendre en compte le SRADET. Ça veut dire qu'il peut déroger à certaines choses en restant dans le cadre, on va dire, est plus souple quand ça doit juste être pris en compte. Quand c'est compatible, c'est que ça doit être strictement pris en compte. On ne peut pas être plus souple, on peut être que moins, mais c'est comme le plan local d'urbanisme et les lotissements. C'est-à-dire qu'au niveau des lotissements, il y a des règlements, ils ne peuvent pas être plus souples que le document d'urbanisme. Voilà, c'est un peu pareil avec la cohérence et la compatibilité. Et la dernière question, Jérôme, du coup, je ne l'ai pas entendue. Non, c'était en fait le lien avec les maîtres d'ouvrage justement sur les cahiers des charges, mais c'était dans la continuité de ce que Laurent disait. D'accord. Euh, Après, dans les cahiers des charges pour les documents d'urbanisme ou dans les cahiers des charges pour les projets? Dans les cahiers des charges pour la mise en place des PLU, oui, sur le fait que les cahiers des charges puissent être plus ou moins, on va dire, larges sur la question justement des sujets écologiques qu'on peut intégrer dans les diagnostics par rapport à des inventaires notamment. Il n'y a pas forcément et ça dépend, voilà, des cahiers des charges aussi, je pense, sur l'intégration de. Voilà. Les cahiers des charges, c'est vrai qu'il faut qu'ils soient le plus exhaustifs possible sur notamment tous les documents qui existent sur un territoire. Parce qu'en fait, quand un bureau d'études ou quand une équipe, parce que là, on voit bien que les PLU, ça peut pas être, c'est rare que ce soit un bureau d'études, c'est pluridisciplinaire. Quand ils arrivent sur le territoire, la première chose à faire, en dehors de se promener sur ce territoire, et d'aller le visiter, c'est de faire la liste de tous les documents qui existent, d'en prendre connaissance pour intégrer ce que vous dites là, toutes les conclusions dans le document. Après, parfois, il y a tellement de documents qui existent que c'est compliqué que la liste dans le cahier des charges soit exhaustive. Donc, d'où l'importance pour vous de participer à la phase diagnostique et que si on vous demande d'être associé, de répondre présent pour s'assurer que tous les documents ont bien été pris en compte et qu'on ne passe pas à côté d'une étude essentielle, quoi. La continuité, il y a Aurélien de la Comcom Côte-Sud, donc Solette dans les Landes aussi. Le PLU doit être compatible au PCAET, donc plan climat, air, énergie, c'est ça. Hein. Les actions du PCAET doivent donc être permises dans le PLU. Par exemple, un champ éolien, par exemple, ça doit être le cas. J'ai pas compris. C'était plus une remarque qu'une question, c'est que le PLU, en fait, il doit être compatible au PCAET.
Voilà, et les actions du PCAET doivent être permises dans le Oui, PLU, par exemple, un champ éolien, quoi. oui. Voilà, donc ça, Oui, c'est le oui, oui, par exemple. Alors après, la question des énergies renouvelables aujourd'hui, ça inquiète pas mal d'élus. Enfin, ça dépend peut-être des territoires. Je parle du territoire que je connais, qui est celui de la Vienne. Et par exemple, à l'échelle de la Vienne, on va mettre en place un atlas des paysages. Il en existe aussi dans la plupart des départements de France aujourd'hui. Et un des objectifs après, à travers l'atlas des paysages, c'est de pouvoir définir les sensibilités, des paysages plus ou moins sensibles à l'accueil ou pas d'énergie renouvelable, qu'elle soit éolienne, solaire ou aquatique ou maritime, enfin que sais-je. Hein. Et après, il y a certains territoires, comme par exemple le Toircé, dans les Deux-Sèvres, qui a mis en œuvre une OAP, donc une orientation d'aménagement et de programmation thématique sur l'éolien. Et donc dans le cadre du PLU, le PCAET a été aussi intégré par ce biais-là. Et à travers cette orientation d'aménagement et de programmation spécifique éolien. Ils ont défini à l'échelle de l'intercommunalité du Toircé les zones où l'éolien serait plus souhaitable et d'autres où l'éolien est… alors, je crois qu'on ne peut plus tout à fait interdire les zones, mais on peut favoriser des zones de développement. Parce qu'il y a eu un moment, il y a eu la question des ZDE, là, les zones de développement d'éolien. Donc ça, maintenant, on n'a plus le droit de faire. On peut favoriser des zones, mais pas complètement interdire. C'est compliqué. Ce qui pose des questions dans les espaces patrimoniaux remarquables, par exemple dans la Vienne autour de Saint-Savin ou autre, ou la vallée de la Gartempe, par exemple. D'accord. On a une question, effectivement d'Yvonique aussi qui, après je reprendrai celle de Laure, d'Yvonique qui nous dit que, en fait, il remarque que le PLU, ou PLUI, en fait, il est aussi dépendant, enfin, sa qualité est dépendante, en fait, des moyens de la collectivité. Il y a des exigences de qualité sur un PLU, PLUI? Euh, Il n'y a pas d'exigence de qualité à ma connaissance, mais après, compte tenu de l'enjeu de ce document pour l'avenir des territoires, en général, les collectivités se donnent les moyens, puisque après, c'est ce qui va déterminer l'occupation du sol sur un territoire donné. Donc, ce qui est étonnant pour avoir participé quand j'étais en libéral à la mise en place de plusieurs PLUI-H, parce qu'à l'époque, je m'occupais plus d'habitat, donc je m'occupais du volet habitat des PLUI, c'est de voir que souvent les collectivités sont très impliquées au moment du diagnostic. Elles sont contentes de démarrer, on demande l'avis, on fait des tables rondes, des ateliers thématiques, etc. Tout va très bien. Et puis au moment de finaliser le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, il y a une crispation parce qu'ils se rendent compte que la phase suivante, c'est le zonage et la réglementation. Et ça leur fait peur, en fait. Et parfois, il y a une perte de qualité à ce moment-là, parce que plutôt que de continuer à réfléchir en termes de projet, ils ne regardent plus que la réglementation. Et du coup, on ne voit plus que par le petit bout de la lorgnette, et c'est un petit peu dommage. Mais il n'y a pas de… Il y a pas de qualité. La qualité, c'est les grands objectifs qu'on va définir pour le territoire à travers le PADD qui vont définir la qualité de l'outil réglementaire derrière. Mais il n'y a pas d'obligation de qualité et par rapport au coût, effectivement, c'est un coût important pour les collectivités, ce document, bien que, là aussi, je parle par expérience, malheureusement, les PLUI sont payés moins que les PLU quand on regarde globalement, alors qu'ils demandent un travail vraiment énorme. On parle, quand je pense qu'il y a un PLUI sur Vienne et Gartempe, qui représente quand même 80 communes, c'est énorme, en plus un territoire énorme par rapport au reste du département. Et par exemple, le PLUI n'a pas été validé par l'État, celui de Vienne et Gartempe. Ce n'est pas forcément un problème de qualité, mais c'est un problème de cohérence à l'échelle de si grands territoires. Donc, on peut s'interroger quand même sur la qualité des documents à une échelle si grande, sachant que
c'est la seule échelle cohérente pour les enjeux notamment environnementaux, c'est l'échelle intercommunale. C'est quand même compliqué de véritablement trouver une réponse à un enjeu environnemental à une simple échelle communale. On peut trouver un bout de réponse, mais la réponse, plus on élargit le territoire, plus on a une chance d'avoir une réponse cohérente, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Yvonique vraiment sur la qualité. J'imagine que oui, je ne le vois pas réagir. Mais le temps que je remette le son. Oui, effectivement, on constate qu'une fois qu'on commence à parler réglementation et à zoomer à la parcelle, on perd tout le travail intellectuel qui avait été fait avant, enfin une bonne partie. Toutefois, on constate, alors nous on l'a constaté au moment de la constitution de Grand Poitiers, où on est passé de 13 à 40 communes, que sur les 27 documents d'Urba qu'on a récupérés, parce qu'on avait un PLU il y a 13 et on a récupéré 27 documents à échelle communale, c'était très hétérogène au niveau du travail qui avait été demandé ou fourni par les bureaux d'études qui avaient accompagné les communes. Certaines communes ont soit pas les moyens financiers ou parfois pas les moyens techniques de suivre ou d'évaluer le travail fait par les bureaux d'études. Et quand on récupère, nous, par exemple, les données carto, les données SIG derrière, on a, bon, des fois, c'est un peu indigent ce qui a été refilé aux communes par certains bureaux d'études. Après, moi, pour avoir vu aussi certains documents qui étaient vraiment affligeants, je pense que les communes, elles en ont eu pour leur argent, quoi. Donc, à force de dire, on dit toujours qu'on prend le mieux 10 ans et en fait, on prend le moins 10 ans, au bout d'un moment, ça se voit dans les documents, hein, je suis d'accord avec vous. C'est bien donc une question des moyens que la collectivité y met. Oui. Les moyens qu'elle veut bien y mettre, parce que des Oui. fois, ils ont les moyens, mais ils ne les mettent pas, quoi, non plus. Hein, parce Et une dotation pour. Oui, je suis d'accord. En complément, là, je vois que donc, Aurélien de la Comcom Côte Sud souligne quand même que l'accompagnement des bureaux d'études est très important quand même à ce moment-là. Hein, donc, voilà, les bureaux d'études sont de bons conseils en général. Natacha sur le Confoganté, du coup, dit qu'effectivement, en abordant la réglementation, les élus se sentent parfois dépossédés de leur marge de manœuvre. Donc là, c'était un rôle d'accompagnement, effectivement. Et puis, alors, on a plusieurs commentaires. Hein. Et puis, Hélène à Chartres Métropole qui souligne que ce qui est important, c'est que la collectivité ait une vraie vision de ce qu'elle veut pour son territoire. Sans besoin identifié, pas de cohérence et donc souvent peu d'ambition. Voilà, notamment en matière d'emplacement réservé, par exemple, qui pourrait servir à la trame verte et bleue. Voilà. Moi, je remarque avec les questions là que, en fait, j'ai l'impression que le sujet a l'air un peu plus facilement maîtrisé quand vous venez d'un EPCI type communauté d'aglo Comcom. Pour les syndicats de rivière, là je vois par exemple ta question, je remonte d'Anne-Nord, qui est le syndicat rivière 87, qui demande plutôt, vous dites qu'il y a quasiment un CAU par département, comment et quand faire appel à eux en fait? Attendez, je remets la carte, excusez-moi pour le… quand faire appel à eux, quand vous voulez. En fait, on fait appel au CAE plutôt en amont des projets. Les CAE sont là pour conseiller et ne font normalement pas de maîtrise d'œuvre. Je dis normalement pas parce qu'il y a certains CAE qui produisent des plans aussi, donc c'est un peu compliqué. Et l'idée, par exemple, là aujourd'hui, pour vous donner une idée de la variété des études sur lesquelles on travaille sur un plan de référence, c'est le cas là, des exemples que je vous ai donnés, que ce soit sur Valdivienne, le bourg de Mortemer ou sur la Saint-Rémy, mais on travaille aussi sur la problématique des bâtis communaux, c'était sur la commune de Millac, sur la construction
comment urbaniser de manière qualitative un lotissement sur une commune dans le nord du département, comment traiter la problématique de la traversée de la ville par la RD 910, ancienne Nationale 10, sur une autre commune. C'est vraiment c'est très varié. Donc, en général, les CAE sont sollicités par les collectivités ou pour accompagner une association. Par exemple, on a été sollicité par la Fédération des centres sociaux parce on propose une formation spécifique pour les animateurs périscolaires sur qu'est-ce qu'une ville, etc. Et après, ils peuvent décliner ça avec les enfants. On participe à des manifestations qui n'ont pas eu lieu cette année, mais par exemple avec Vienne et Gartempe, sur la semaine des paysages qui avait lieu, on aurait dû participer. On est en train de monter une exposition sur la végétalisation des rues qui pourra par exemple arriver un jour au CPIE, CPA de Latu. Notre intervention aujourd'hui avec vous montre aussi que voilà, si on est sollicité, on travaille avec vous pour voir quel apport on peut avoir et ce qu'on peut vous fournir ou pas, quoi. Après, comme j'insiste, hein, ça dépend des départements et aussi des moyens qui ne sont pas les mêmes en fonction des départements. Bon, à titre d'exemple, nous, ici, nous sommes une équipe il y a 4 salariés qui sont que CAE de la Vienne et on n'est pas tous à temps plein. Après, il y a une partie qui est mutualisée avec l'Agence des territoires, l'agence technique départementale. Mais il y a d'autres CAE, par exemple en Gironde, ils sont 22, alors que nous, on est 4. Je crois que c'est en Corrèze ou dans la Creuse, ils sont que 2. Enfin bon, donc ça dépend des moyens des CAE, mais je vous invite à les contacter et on peut être un outil en fait à disposition d'autres associations. Enfin, nous, dans la Vienne, c'est comme ça qu'on le voit, pour toutes les questions en lien avec l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. On intervient par exemple dans les communautés de communes pour expliquer ce que c'est qu'un PLU, ce que c'est qu'un PLUI. Voilà, on fait ce type d'action de sensibilisation, formation aussi. D'accord, ok. Donc, du coup, si les élus ne vous connaissent pas, on peut en faire la promotion, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, je me demandais comment. Donc, l'urbanisme, en fait, a toute un millefeuille, effectivement, qui doit s'emboîter. C'est un peu le jeu des poupées russes, hein. Le maillon du dessous ne peut pas contredire le maillon du dessus. Certains ont des programmes opérationnels au-delà du réglementaire pour préciser tout ça, si je comprends. Donc, en fait, toutes les échelles de vigilance par rapport à l'eau, en fait, elles sont donc phasées à tous les étages, quoi, si je comprends bien. Tout à fait. Voilà. Et du coup, pour une collectivité, alors même un syndicat de rivière qui, à la base, ne gère pas le PLUI comme une communauté de communes, par exemple, à quel moment il peut en fait s'insérer dans ce phasage-là? Ou peut-être la question sous-jacente, c'est peut-être en fait qui est garant des traductions des enjeux de l'eau en fait dans ces documents-là? Qui est garant, c'est la collectivité à différentes échelles. Par exemple, je pense, je parle des exemples que je connais. Donc, je connais l'exemple de Châtellerault où le travail sur les bords de Vienne, on a pris contact avec le syndicat de rivière pour voir comment travailler avec eux sur la question des berges de manière très pratique et la collectivité travaille avec le syndicat de rivière sur le problème des berges qui sont mangées en dessous. Excusez-moi, je n'ai vraiment pas les termes techniques, là on voit la différence. Le fait que ça fasse un creux, ça s'effondre, et comment on peut aider les habitants parce que les habitants ont un bout de la berge le long de la Vienne qui fait partie de leur propriété, même si c'est en emplacement réservé. Et quel type de conseils on peut leur donner pour entretenir les berges. Là, il y a un lien entre le projet et puis les syndicats de rivière et la collectivité. Après, dans le PLU, en tant que tel, comme ça, je vois moins. C'est plus dans l'opérationnel où je vois, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise en compte, que ce soit
quand on met en place des aménagements par rapport à la loi sur l'eau, qui a quand même introduit une obligation de contacter les expertises pour pouvoir mettre en œuvre ou pas un aménagement derrière. Donc, c'est vrai que depuis que la loi sur l'eau existe, je pense que ça a dû quand même modifier les relations que vous aviez avec les opérateurs de projet, enfin, j'imagine. En tout cas, moi, ça en a une, parce qu'avant, on faisait moins attention à ces notions de… Voire, c'était complètement absent, la notion de bassin versant, par exemple, dans les projets d'urbanisme. Maintenant, c'est évident qu'il faut la prendre en compte. D'autant plus quand on est à proximité de rivières ou en présence de rues ou ruisseaux, quoi. On souligne que du coup, les PLU, par exemple, doivent être en conformité avec les SAGE quand ils sont établis. Voilà, ou à défaut les SAGE. Ok. Je regarde si j'ai pas oublié des questions, parce que c'est plus des remarques en fait. Mais alors, Juste, j'en profite, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une association qui s'appelle Bleu Versant, une ONG qui… Pas une ONG, une association, et qui travaille sur ces questions de communication autour des bassins versants et des risques d'inondation. Et ils ont une manière assez intéressante de traiter la question avec sous forme d'actions à caractère culturel et sensibilisation, donc à la notion de bassin versant et d'inondation. Notamment, j'avais participé à une action de ce type à Saint-Pierre-des-Corps. Ils s'étaient installés dans un parc et ils avaient fait participer les gens. On avait mis comment ça s'appelle là, le bleu qu'on met sur du sulfate là, le bleu qu'on met sur les arbres ou sur les plantes là. La bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, merci. Donc ils avaient préparé des seaux de bouillie bordelaise très dilués. Et on avait peint les troncs des arbres d'un parc jusqu'à la hauteur de l'inondation d'une crue centenale pour prendre conscience que l'eau, elle n'est pas là, mais si elle était là, voilà jusqu'où elle arriverait. Et je trouve que son action est intéressante, quoi. Et voilà. Et après, où les syndicats de rivières peuvent jouer aussi, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Je parle en même temps que les idées viennent. C'est sur toutes les questions de renaisements plus prégnantes. J'en ai parlé un petit peu à travers l'exemple de la Tue. Et dans la Vienne, il y a un autre exemple dont j'avais parlé à Jérôme sur la commune d'Entrans, où ils sont en train de renaturer complètement un rue qui se jette dans la Vienne au niveau du centre-bourg. Et ça va complètement modifier le fonctionnement du centre-bourg, parce que le rue est très encaissé, donc ils vont se retrouver à faire des dérives, des berges assez larges pour qu'ils passent. Et je pense que ces exemples vont se multiplier. À Mortemer, pareil, il y a un travail avec le syndicat de rivière sur le rue et son ruissellement, son cheminement. Donc, je trouve qu'on est vraiment passé comme on le dit de nos échanges pour la préparation de ce forum, c'est que l'eau, c'est plus qu'un trait, c'est pas qu'un trait bleu sur les cartes des urbanistes, quoi. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, même plus qu'une prise de conscience, que du réel enjeu de l'eau dans la biodiversité, dans le terme à la mode, la résilience urbaine. Et comme facteur de résilience, l'eau et l'arbre, je dirais, sont les deux principaux, à mon avis, acteurs de cette résilience. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette vision, mais… Oui, souvent, il y a effectivement un effet. Je viens de mettre un lien là sur Bleu Versant, enfin, leur action de com qui est facilement reproductible pour sensibiliser effectivement au risque inondation. On avait fait une fiche exemple retour dessus, je vous l'ai mis en lien dans le chat. Du coup, Mathias remarquait que, est-ce que les PLU prennent en compte la notion de ruissellement sur les bassins versants? Et on peut coupler aussi avec la remarque de Natacha qui nous demande de quelle façon sont pris en compte les zones humides en fait et la prévention inondation. Alors, les ruissellements en tant que tels ne sont pas pris en compte dans le PLU, ils sont pris en compte après au niveau opérationnel par rapport à la loi sur l'eau dès qu'on touche un site de plus d'1 hectare. En revanche, toutes les questions liées aux inondations,
Je reviens sur ce schéma-là parce qu'en fait, ça part de l'État. Donc, pas du droit de l'urbanisme, mais c'est dans le cadre du PLU, quand on lance un PLU ou un PLUI sur un territoire, ça commence par une obligation de porter à connaissance de la part des services de l'État vers la collectivité qui va mettre en place ce PLU ou ce PLUI. Et dans ce porter à connaissance, il y a un certain nombre d'éléments que l'État doit donner, dont le plan de prévention des risques d'inondation, le PPRI. Et ça, ce n'est pas décidé à l'échelle de la commune, ça, c'est décidé à l'échelle de l'État avec les zones rouges, noires et bleues, là. Donc, de fait, il est intégré dans le document d'urbanisme tel quel comme zone inconstructible ou constructible sous condition. La question des ruissellements, je dis qu'elle n'est pas prise en compte, mais je pense qu'il y a des territoires où, de fait, ça dépend de la topographie du territoire. Dans la Vienne, il n'y a pas trop de questions de topographie qui impliquerait des risques liés au ruissellement ou à la création après d'écoulements de boue en lien avec un ruissellement trop fort. Après, je pense que cette question va être de plus en plus prise en compte et elle est prise en compte à travers ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette, la ZAN, ZAN, je ne sais pas comment on prononcera ça, à savoir que l'objectif, c'est quand même de limiter, voire de limiter au maximum l'artificialisation des sols, justement pour ces questions de ruissellement, puisque de toute façon, l'eau, si elle ne peut pas passer, elle passera quand même, et elle ne passera pas forcément là où on a décidé qu'elle allait passer. Et ça influe bien sûr sur les aménagements. On l'a encore vu là de manière dramatique en montagne et avec ces villages qui sont toujours coupés sans eau potable, etc. Parce qu'il y a eu une mauvaise prise en compte. Enfin, après, c'est des prises en compte exceptionnelles, mais ces phénomènes exceptionnels, on est bien tous conscients qu'ils vont être de plus en plus courants. Donc, c'est compliqué de prendre en compte l'exceptionnel, quoi. Mais bon, voilà. Moi, je vois que j'en fais rire certains, ou je ne sais pas, je dis des bêtises, non ? Non, c'est un collègue qui raconte des bêtises sur le chat. Ah, d'accord, ok. Mince, je ne les vois pas, c'est pas drôle. Moi non plus, dans le coup. Mais apparemment, il nous voit. Oh, je vais regarder ça. Par contre, j'avais quand même une question. Nous, on est confrontés à ces problèmes-là. On a eu des inondations assez importantes au mois de novembre, début novembre l'année dernière. Il y a eu à peu près 120 maisons d'inondées à l'échelle de notre périmètre, dont au moins 100 qui n'étaient pas situées en zone inondable. Parce qu'il n'y avait pas d'atlas des zones inondables à ces endroits-là. La plupart de ces communes sont en zone, c'est le RNU, c'est ça ? C'est même pas la carte communale, c'est encore l'ancêtre. Et donc, on est confronté à de très nombreuses questions. Ils nous demandent d'agir. Par ailleurs, pour un certain nombre, c'est des inondations qui ont été aggravées du fait des changements de pratiques agricoles. Mais pour d'autres, c'est directement lié à une urbanisation assez importante. Et il n'y a pas de prise en compte de l'infiltration au niveau de la parcelle. Et j'ai le sentiment que c'est de ce côté-là qu'on peut peut-être trouver des pistes d'amélioration sur leur secteur. Mais je ne sais pas à quel moment on intervient, si c'est dans le PLU, si c'est… Oui, si c'est dans le PLU. Le PLU, c'est vrai que c'est un problème pour les communes qui sont RNU, qui ont une urbanisation quand même très limitée, parce que le règlement limite beaucoup l'urbanisation. Aujourd'hui, dans tous les PLU, ce qui est préconisé dans les zones à urbaniser, c'est une infiltration des eaux pluviales à la parcelle, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, ça, on peut dire que c'est généralisé et donc c'est pris en compte de cette manière-là. Après… Mais ce n'est pas mis en application. Si c'est mis en application dans les nouveaux PLU, mais c'est le problème des anciens. Après, il va y avoir une obligation là, dans les années à venir. En fait, tous les documents d'urbanisme devront être mis à jour. Et les communes qui seront en RNU, logiquement, ça va évoluer puisque aujourd'hui, la plupart des communes de France font partie d'une intercommunalité. Je ne pense pas qu'il y en ait qui soient maintenant hors interco. Et le fait de faire partie d'une intercommunalité, l'État pousse pour que toutes ces intercommunalités mettent en place un PLUI. Donc, de fait, elles vont être
obligé. Sur le territoire, ils ont voté à la large majorité qu'ils n'iraient pas sur un PLUI. Alors, ils peuvent encore dire non, sauf que dans 2 ans, le préfet va les obliger à dire oui. Voilà. Ils ont juste voté pour mieux sauter. D'accord. Parce que si jamais on identifie, par exemple, des lacunes liées à l'eau, là, c'est un peu ce qu'avait l'air de dénoncer Alice, dans les documents d'urbanisme, est-ce qu'il y a, hors du délai de phasage qui avait été prévu initialement, est-ce qu'il y a possibilité de rectifier les différents documents en resignalant ces lacunes liées à l'eau, par exemple? Oui, bien sûr. Oui, un document d'urbanisme, c'est peut-être moins vivant qu'un cours d'eau, mais c'est vivant quand même. Et après, on peut le modifier, on peut le réviser. Bon, réviser, c'est une procédure qui est quand même nettement plus lourde. En revanche, les modifications sont toujours possibles. Et c'est après, plus des gens comme vous pourront sensibiliser et puis être partie prenante dans les documents au départ, plus on a de chances que ce soit pris en compte, bien évidemment. Mais s'il y a des lacunes, il faut le dire. Et logiquement, les consultations qui arrivent à la fin, là, en dernière phase, elles sont là aussi pour ça. C'est une dernière lecture avant ce qu'on appelle l'arrêt, l'approbation du document d'urbanisme. D'accord. Alors, je regarde dans le chat, Laurent, qui a une question. Infiltration à la parcelle en zone habitée, oui, mais en tête de bassin versant sur l'agricole ou ce n'est pas dans le PLU? J'ai rien compris. Ouais, moi non plus, Laurent, vas-y. Désolé, du coup, non, là, c'était pour rebondir sur ce que disait Alice par rapport, du coup, aux questions d'infiltration à la parcelle. Le PLU ou le PLUI traitant des zones habitées, à mon sens, il n'y a pas de levier possible sur des indications dans le cadre, justement, donc des pratiques, enfin, en tout cas, des terrains agricoles et forestiers ou autres, quoi. Voilà. Ça, Ah non, pas du tout. Non, c'est pas. Excusez-moi, hein, c'est pas vrai. Dans un PLU, on ne traite pas que des zones habitées. Hein. Il y a des zones, il y a les zones U qui sont urbaines, et il y a les zones N naturelles et les zones A agricoles. Et à chaque zone, il y a un règlement. Donc, on traite aussi de cette question-là. Ce que je veux dire, ça peut aussi être un levier pour traiter ces questions-là. D'accord, il me semblait que sur les zones agricoles ou forestières, il n'y avait pas forcément de grand-chose de dit, quoi, en fait, là, Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de mesure sur les zones A? Eh bien, sur les zones A, il y a la manière dont ça décline, réglemente la manière dont les agriculteurs peuvent ou pas construire, enfin non, si, ils peuvent construire sur leurs parcelles en lien avec leur exploitation. Bon, après, on ne va pas traiter de la manière dont ils gèrent leur espace agricole, bien évidemment. Mais ça peut quand même traiter un peu. Et par rapport aux zones N et aux massifs forestiers ou autres, on peut les protéger, même si c'est qu'un bosquet, etc. Donc, ça prend en compte. Et je dirais que de la meilleure manière, la meilleure prise en compte, la manière la plus opérationnelle pour moi, c'est dans le PLU. Mais après, l'échelon du dessus, c'est l'idéal, c'est le SCOT avec les trames vertes et bleues, mais qui doivent être prises obligatoirement dans le PLU. Donc là, c'est la manière aussi de traiter plus globalement de cette question de l'eau dont vous parliez tout à l'heure, là, Madame Perron, peut-être. Du coup, Yvonique relève quand même que le PLU, en fait, la limite, c'est qu'il s'attaque un peu au projet, mais pas tellement sur l'existant, si on n'est pas en phase de rénover l'existant. C'est sa remarque. Et puis, Claire nous dit que pour pallier au ruissellement, on peut aussi faire une OAP bocage, même si après le suivi n'est pas si facile que ça. Est-ce que Claire, tu as un micro? Parce que ça tu nous en parles 2 minutes, c'est possible? Elle n'a pas de micro, mince, raté. Juste pour le PLU sur l'existant, qui serait plus sur le futur, c'est oui et non, parce que ça, comme je le disais tout à l'heure, notamment à travers les trames vertes et bleues, on peut améliorer l'existant. C'est-à-dire que dans le diagnostic, c'est aussi une manière de dire ce qui ne fonctionne pas. Donc, par exemple, dire qu'à terme, les ruissellements, ça peut être un problème, parce que le diagnostic environnemental, c'est quand même un morceau
important du diagnostic dans le cadre du PLU. Et dans le cadre de ce diagnostic environnemental, les questions de ruissellement, d'infiltration peuvent être mises en avant. Enfin, c'est l'occasion de les mettre en avant. Et dans le PLU, on peut expliquer de quelle manière on peut améliorer l'existant. Donc, c'est-à-dire que si on agit, par exemple, il peut y avoir ce qu'on appelle les emplacements réservés, donc quelqu'un a parlé tout à l'heure, ça peut être une manière d'agir sur l'existant ou de réglementer sur des parcelles qui sont déjà bâties, de réglementer la manière de transformer ces parcelles. Donc ça peut être un moyen. Et concernant les OAP thématiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, les orientations d'aménagement et de programmation, elles peuvent soit être sectorielles, donc sur un secteur défini sur une carte, soit thématiques, donc effectivement bocagère, par exemple, ou éolien, comme c'est le cas pour le Thouarset, énergie renouvelable, ou que sais-je d'autres, même patrimonial, il y a plein de choses. Après, on revient à ce que disait tout à l'heure Yvonique sur la question des moyens de la collectivité, c'est-à-dire que on peut dire qu'on va faire plein de choses, mais si derrière, il n'y a pas des gens qui suivent et qui évaluent le bon fonctionnement, ben ça ne fonctionne pas malheureusement, quoi. D'accord. On peut dire que, par exemple, les gestionnaires de la GEMAPI qu'on a ici, ça pourrait faire partie un peu de leur rôle d'être vigilant à ces phasages de l'urbanisme. Ah oui, à mon sens, oui. Donc ça va être plus évident, j'imagine, pour ceux qui sont dans des EPCI, parce que c'est des structures qui ont des compétences croisées. Pour un syndicat de rivière pure, c'est peut-être moins automatique ce fait-là, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire valoir ou demander à certains des élus qui vous entourent de se charger de ces traductions-là et de bien être vigilants, quoi. C'est bien notre rôle, Jérôme. D'accord. Je ne sais pas, je découvre en même temps que vous. Enfin, en tout cas, je découvre moi plus. Je me posais, alors on a édité au printemps une petite gazette sur la thématique justement de l'urbanisme. Ah oui, ben, je vais arrêter. Voilà, donc attends, je peux faire effectivement le partage d'écran également. Toc. Voilà, donc on avait essayé un peu de commencer à regarder un petit peu cette thématique-là. On avait des retours de bonne collaboration entre justement ces deux univers-là sur des projets. Je crois que oui, Pierre et Fabien ne sont pas là sur la Brenne. Voilà, il y avait des cours d'eau complètement revisités dans des centres-bourgs ou voire même carrément en ville. Yvonique, on avait parler un petit peu de l'îlot Tison aussi, qui était un projet qui date de maintenant d'il y a quelques années, 10 ans au moins, voilà, qui commence à aboutir. Et puis, pareil, le fait qu'en centre-bourg de Tulle aussi, on avait eu tout un réaménagement, un changement du faciès de la rivière. Et puis, notamment sur Chartres, il y avait aussi un très, très gros projet qui a abouti récemment. Je ne sais pas si Hélène est toujours avec nous et si elle a envie de nous en parler un petit peu de sa vision de l'urbanisme et des porosités en fait, que vous avez réussi à créer à Chartres. Je te prends un peu de cours, Hélène. Tu es toujours là? Oui, je suis là, oui, je viens d'activer le micro. Oui, effectivement, tu me prends un peu de cours. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux mon témoignage par rapport à quoi en fait? Oui, parce que c'était un très gros projet sur Chartres. Et du coup, quelle compatibilité tu as trouvé avec l'urbanisme et quelle porosité peut-être entre les services, hein, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous? Ouais, après, nous, au niveau urbanisme, en fait, on a déjà l'imbrication qui est faite au niveau du SCOT. On a de longue date, du coup, l'inscription de la trame verte et bleue, en fait. Donc, du coup, au niveau urbanisme, en fait, on n'a pas eu d'interface énorme parce que du coup, tout est déjà tracé sur l'agglo. Nous, on a un SCOT qui est calqué au périmètre de l'agglo. Donc, pour le coup, c'est voilà, pas de grosses complications en fait sur le volet urbanisme du coup. Désolée. Projet un peu pour voir un peu quel était ton ressenti en tant que professionnel.
Non, mais après, nous, après, c'est plus, nous, au niveau urbanisme, on a une grosse tendance, là, quand il y a des nouveaux PLU ou en tout cas des révisions, nous, on travaille beaucoup sur les emplacements réservés, en fait, pour le coup, pour se donner de la place, parce que nous, on travaille de concert sur les aménagements rivières et plan vert, donc tout ce qui est aménagement donc, de circulation douce. Du coup, on profite les uns des autres. En fait, on est sous la même direction et on profite donc soit de réaménager la rivière quand on a un projet, donc plan vert qu'on appelle, donc tout ce qui est déplacement, donc soit piéton, soit vélo en gros. Soit à l'inverse, voilà, on fait le pendant, soit c'est le plan vert qui déclenche la rivière, soit l'inverse. Et donc du coup, en placement réservé, en fait, on a une trame qui est tout notre cours d'eau, en fait, l'Eure. Et donc on suit cette trame au plus proche, donc sur les circulations douces. Et donc du coup, nous, ça nous permet d'être propriétaires sur certains linéaires de bord de rivière, quoi. D'accord, donc vous associez ça avec vous avez associé ça avec une stratégie foncière, quoi. Ouais, voilà, ouais. Comme ça nous permet d'avoir, ne serait-ce que juste, voilà, d'avoir le foncier que sur la berge, plus une bande de 5-10 mètres. Parfois, ça nous suffit amplement. Mais ouais, effectivement, ouais, on essaye d'avoir une stratégie foncière par rapport à tout ça, ouais. D'accord. Ok. Alors, je ne sais pas si d'autres veulent réagir peut-être ou nous faire part de leurs expériences. Voilà. Je regarde si j'ai pas raté des questions dans le fil. Alors, en tout début de réunion, j'avais mis en ligne un petit glossaire de l'urbaniste que nous a fait passer Sophie. Donc, vous pouvez remonter le fil et le télécharger. C'est une bonne partie de tous les gros mots des urbanistes, donc des acronymes notamment. Donc, ça peut être aussi intéressant pour les élus que vous avez autour de vous et qui souhaiteraient voilà, regarder un peu la compétence GEMAPI au travers du prisme de l'urbanisme. Non, visiblement, je ne vois pas de questions manquées. S'il y en a, il faut me le dire. Non, c'est bon. Bon, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup, Sophie, pour… Ah si, une question qui arrive. Est-ce qu'on peut mettre une règle de non-construction à 5-10 mètres du cours d'eau? Est-ce qu'on peut mettre une règle de non-construction à 5-10 mètres du cours d'eau, sachant qu'effectivement, la tendance naturelle d'un cours d'eau, c'est souvent d'un peu de pouvoir divaguer, ça permet de laisser une petite marge. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles à mettre dans un règlement? Bien sûr. En général, à proximité du cours d'eau, il y a toujours une zone d'inconstructibilité liée au risque d'inondation. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, et après tout est possible, hein. Donc, bon, en plus, vu ce dont on parlait tout à l'heure, compte tenu des catastrophes naturelles en lien avec le ruissellement ou le cheminement de l'eau sur les territoires, je pense que c'est peut-être même une bonne idée à généraliser, puisqu'on voit que toutes les villes ont la tendance à vouloir récupérer les berges, remettre parce que la ville a tourné le dos à la rivière, alors maintenant il faut qu'elle la regarde, il faut que les habitants se réapproprient les berges, etc. Donc tout ça, ça rentre tout à fait dans cette idée de non-constructibilité. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Au-delà de la non-constructibilité, je crois qu'il faudrait interdire l'imperméabilisation dans au moins 20 mètres, ou je ne sais pas, enfin, je n'ai pas d'idée de grandeur, mais interdire l'imperméabilisation des sols dans cette limite-là. Et c'est un peu ce que fait la loi sur l'eau, d'ailleurs. C'est son propos, quoi, par rapport aux aménagements en bord de rivière qui ne doivent pas gêner les ruissellements, même exceptionnels, enfin, les cours d'eau, même exceptionnels, les crues exceptionnelles. C'est une possibilité. Ok.
Voilà, donc j'ai remis le petit lien sur le glossaire, on m'avait demandé. Et puis voilà, me reste à vous remercier de toute cette participation cumulée sur l'ensemble des événements. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation de cette approche sur l'urbanisme qu'on ne connaît pas tous très bien. Et puis voilà, me reste à vous dire peut-être à bientôt en vrai, hein, ce sera bien aussi.